Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Alexandre Dana, le CEO et fondateur de Live Mentor. Bonjour Alexandre. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Je m'appelle Alexandre Dana, j'ai 29 ans. J'habite à Paris, ville où je suis né. Et je suis le fondateur de Live Mentor, qui est une école en ligne pour ceux qui ont un projet. On forme des entrepreneurs avec des formations complètement en ligne, mais interactives. À la différence d'un MOOC traditionnel, d'un cours en ligne classique où tu regardes simplement des vidéos, on a voulu rajouter une dimension de coaching et de communauté très forte. On a maintenant 6 formations présentes dans notre catalogue et on a formé plus de 4500 élèves. D'accord, 4500 élèves, c'est beaucoup ça. Depuis quand ? Alors, l'histoire de Live Mentor, elle est complexe, comme souvent pour une création d'entreprise. Historiquement, Live Mentor n'avait pas du tout ce modèle-là. Moi, j'ai créé Live Mentor durant mes études. J'étais étudiant en école de commerce et... D'accord, laquelle ? L'ESCP. Ok, à Paris ? Ouais. Donc, okay. Oui, Paris, ESCP. Oui. À Paris, je suis arrivé dans cette école un peu par hasard et dès la première année, je savais que je voulais pas être consultant ou banquier. Moi, je venais pas du tout de ce monde-là. Ma mère est était trapéziste dans des cirques. D'accord. Mon père est médecin. Et donc, j'ai débarqué en première année d'école de commerce. Il y avait un seul truc que j'aimais bien faire, c'était donner des cours. Je donnais des cours de maths, des cours d'économie. Je donnais tout le temps des cours. Et au final, pour moi, c'était assez naturel d'en faire une activité très importante. Donc, en dehors de mes études, je passais 15 heures, 20 heures par semaine à donner des cours particuliers. Et pourquoi ça ? C'était que pour l'argent ? C'était parce que ça te plaisait ? Ça a commencé quand ? Comment ? Ça a commencé très vite. J'ai donné mes premiers cours à 19 ans, je pense. Ok. Et au début, c'était simplement une curiosité. Et en fait, j'ai commencé à être accro. J'adorais ça. À chaque fois que j'avais un nouvel élève, c'était un nouveau challenge. Donc c'était du cours particulier ? C'était du cours particulier, ouais. À l'époque, c'était du cours particulier. Tu te souviens de ton premier cours particulier ? Ouais, je m'en souviens. Ça fait longtemps qu'on m'a pas posé cette question. C'était à côté de Vincennes. J'ai oublié le nom. Saint-Mandé. D'accord. Saint-Mandé, ouais. Et c'était une élève, je me souviens plus son prénom, elle devait avoir 18 ans, ouais. Moi, j'avais un an ou un an et demi de plus qu'elle. Ouais. Et c'était un cours de maths. Et je me rappelle que j'étais très stressé avant de rentrer dans son appartement. Ouais, j'étais super stressé. Mais c'est la première fois qu'on me payait pour faire quelque chose et c'est la première fois que je transmettais une compétence. Et j'ai adoré ça. Du coup, au fil des années, j'ai intensifié mon rythme de cours. Et un jour, j'ai commencé à donner un cours en ligne sur Skype. Mon premier élève était à Annecy. C'était un cours d'économie cette fois, puis un cours de maths. Et dans quel cadre ça c'était ? En fait, c'est toujours en indépendant. Donc tu as trouvé quelqu'un qui voulait prendre un cours et tu lui as dit je te le fais sur Skype, sans passer par une plateforme ou quoi ? Non, sans passer par une plateforme. J'avais une trentaine d'élèves. Et c'est justement parce que la plateforme n'existait pas que j'ai voulu la créer. Donc c'était ça la première version de Live Mentor. C'est une plateforme de cours particuliers par webcam. D'accord. Que j'ai créé durant mes études, sur laquelle j'ai levé des fonds. On a levé 2,4 millions d'euros au total. Ah oui. Ouais, c'était sérieux. Pendant tes études ? Non. Une partie pendant les études et une partie après. Et en plus, t'as des beaux fonds. Hein. Isaïe. Isaïe, oui, d'accord. Le fonds de Pierre Kosciusko-Morizet notamment. Ouais. Mais quand ils ont investi sur Live Mentor, ils ont investi sur le premier modèle. Ça s'est fait en 2 temps. On a fait donc les levées de fonds. Parfois, elles se font en 2 tours. Nous, ça a été notre cas. Oui. On s'est fait en 2 tours et 1 mois après le 2e tour, j'ai annoncé le pivot. J'ai annoncé que on n'allait plus faire des cours particuliers. D'accord. On n'allait plus faire une plateforme de mise en relation. On n'allait plus avoir 15 000 profs qui donnent des cours de maths, de physique et d'anglais. On allait faire des formations en ligne. Tu vas trop vite. Je vais te mettre sur pause 2 secondes parce qu'avant le pivot, avant tout ça, juste entre ton premier cours de maths et la création de Live Mentor, où j'imagine, a priori, t'étais pas tout seul dans Live Mentor. Il se passe quand même quelques années.
comment tu te dis je vais créer une boîte, où est-ce que t'es en quelle année quand tu crées ta boîte, avec qui, est-ce que t'es accompagné, est-ce que tu dis non, bon j'y vais comme ça, parce que quand t'as une mère trapéziste, on pourrait y revenir aussi, un père médecin, je veux dire, c'est pas si simple de créer une boîte, c'est pas complètement naturel. En première année. D'accord. Donc t'as fait une prépa. Ouais. Et t'es en première année de l'ESCP et tu te dis ok, boum, j'y vais. Je suis en première année. On me dit, il faut que tu fasses un stage entre ta première et ta deuxième année. Ok. Moi, ça me stresse à fond. Parce que j'ai pas du tout envie d'aller rejoindre une boîte. D'accord. Et donc, à ce moment-là, je me dis, la solution facile, c'est de créer la mienne. Donc, la première motivation de la création d'entreprise, c'était de pas faire de stage dans une autre boîte. Donc c'est pour ça que la boîte s'est créée aussi tôt dans ma vie, dans mes études, et on a déposé les statuts très tôt, mais au début on faisait rien du tout, on savait rien faire. Donc les premiers mois de cette création d'entreprise, j'avais dès le début un associé qui est Charles, qui est toujours mon associé aujourd'hui. D'accord. Et c'est vrai qu'avec Charles, on faisait pas grand chose, quoi. Notre quotidien d'entrepreneur au démarrage, c'était globalement d'aller prendre des thés à la grande mosquée à Paris, oui, et de philosopher sur l'éducation en ligne, le futur de l'éducation. C'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que ma formation d'école de commerce me servait absolument à rien pour créer une boîte. J'avais aucun cours qui était concret, aucun cours qui était activable. Bon, alors vrai, j'allais pas souvent en cours, donc c'est peut-être un peu... oui, ça peut avoir une incidence. Ça peut avoir une incidence, mais je pense quand même être assez... ne pas trop me tromper quand je juge cette école, et je pense qu'elle te forme sur beaucoup de choses, mais pas sur la création pure de l'entreprise, pas sur les tout premiers mois. Alors, je dois forcément me porter en faux là-dessus parce que je participe, j'en ai déjà parlé ici, mais au Master Innover Entreprendre de l'ESCP avec Marc Fournier, Xavier L'Orphelin, un certain nombre de personnes, qui est hyper concret ce master, qui est un des meilleurs au monde, mais c'est pas la voie normale de l'ESCP. C'est pas la voie normale. Exactement. Et puis c'est quand t'es assez âgé. Tes élèves, ils ont quel âge? Non, enfin, il y en a qui ont tous les âges. Il y en a qui viennent de sortir de master de bio. Il y en a qui viennent de sortir ils ont 22, 23 ans, mais c'est un master 2, de toute façon. Donc, mais c'est un master que tu fais en fin de parcours à l'ESCP. Oui. Moi, j'étais tout jeune. J'étais trop jeune, en fait. Oui, mais est-ce que tu peux vraiment former un mec de 18, 19 ans, 20 ans directement à l'entrepreneuriat sans être passé sur des bases de peut-être compta, marketing, gestion, savoir ce que c'est que les 4P, savoir ce que c'est qu'un bilan, savoir ce que c'est que, tu vois, un SWOT ou je sais pas. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que, surtout dans le monde actuel, le type de 18 ans, 19 ans qui veut créer sa boîte, il a pas tant besoin que ça de savoir les 4P, de savoir le SWOT, de savoir toutes les théories marketing qu'on enseigne en école. Il a surtout besoin de savoir... Les stratégies. C'est formateur, mais c'est une bonne... Ouais. Oui. Non, mais il a besoin de savoir comment créer la première version de son site internet. Ouais. Il a besoin de savoir comment lancer un blog. Il a besoin de savoir comment écrire. Il a besoin de savoir comment créer du contenu. Je pense qu'il est prêt. Hein. On peut donner 12 exemples d'entrepreneurs super jeunes. Le type de Taxify, tu vois, par exemple, dernier en date. En tout cas, moi, j'étais très jeune. Avec Charles, on est très jeune. On savait rien faire et on faisait pas grand-chose au début. Les débuts ont été très difficiles. D'accord. Mais à la fois, tu dis que tu faisais pas grand-chose, et ça, c'est toujours le point commun que je trouve entre les entrepreneurs avec qui je parle. C'est que tu dis que tu faisais pas grand-chose, tu philosophais, etc., mais tu avais quand même 30 élèves par semaine. Donc, tu bossais quand même déjà en stage et pour toi 30 heures par semaine sur des trucs que tu avais trouvés. Donc, tu faisais peut-être pas grand-chose, mais enfin, tu bossais quand même un minimum. Ouais, j'avais mes élèves. J'ai toujours eu les élèves. Oui, mais voilà, tu vois, on y revient toujours. Mais c'est vrai qu'on a commencé comme ça. On a commencé en prenant nos élèves et en les faisant passer en ligne. À l'époque, moi, j'étais un ovni. Je connaissais personne autour de moi qui donnait des cours sur Internet. Complètement nouveau. Et le fait de toujours être dans nous-mêmes les premiers utilisateurs, je pense que ça nous a permis de survivre. Et ça marchait, tes cours sur Internet? Je veux dire, sur Skype ou en vidéo, il y avait du résultat. Tes étudiants, élèves étaient derrière progressés. Tu t'arrivais à le quantifier d'une manière ou d'une autre? Oui. Mais c'est la même réponse depuis 5 ans. C'est toujours oui. D'accord. C'est toujours oui. Et je sais qu'on va continuer de se battre pendant encore, je pense, des mois, peut-être des années. Mais pour imposer cette réalité, il faut pas opposer les cours en ligne et les cours en présentiel. Il faut opposer
les bons cours des mauvais cours. Mais je dis ça, je pose la question, tu prêches un convaincu, hein, soyons clairs. Mais pour moi, les meilleurs cours que j'ai, c'est potentiellement des podcasts que j'écoute, dont je me gave, français, étrangers, etc., sur lesquels j'apprends plein de choses. C'est potentiellement, en effet, tous les employés de Cosa Vostra, par exemple, tous sans exception, sont incentivés pour faire un MOOC par semestre. Donc, ils ont une prime tous les semestres quand ils font un MOOC Massively Online Open Course, d'accord? Tu connais ça, toi, mais je le dis pour tout le monde. Et donc, ils vont chercher un MOOC, ils nous le proposent. Ça peut être très large, ça peut être un dev qui veut faire du marketing, un marketeur ou un graphiste qui veut faire du dev, ça peut être des méthodes agiles, ça peut être plein de choses, design thinking, design sprint, etc. Et derrière, on voit des progrès énormes. Et ce sont, entre guillemets, que des formations en ligne. Et du coup, il n'y a pas d'opposition. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, de toi, l'avoir compris très tôt, dès 2010, 2011, 2012, quoi. Ouais, moi, je le voyais très bien avec mes élèves. L'enseignement en ligne, ça te permet d'avoir accès à toutes les ressources disponibles sur Internet. Ça te permet d'aider des élèves qui sont situés n'importe où. Ça te permet également de créer des communautés d'élèves situés dans des endroits très différents. Moi, je le vois aujourd'hui sur les groupes d'élèves qu'on a sur Live Mentor. T'as des Parisiens, t'as des Lyonnais, t'as des Marseillais, t'as des gens en Italie. J'ai un élève qui est à Tahiti, qui prend des cours depuis son bateau. J'ai des Américains, bref, j'ai des élèves situés dans maintenant 26 pays différents. Et ça, ce n'est possible qu'avec l'enseignement en ligne. Sachant qu'en effet, eux, en local, si je veux avoir un IPRA spécialiste Facebook Ads ou expérience utilisateur ou design d'interface, j'ai pas forcément accès quand je suis dans le fin fond de la Creuse ou à Tahiti, quoi. Non, effectivement. Tu l'as pas à Tahiti. D'accord. Donc du coup, donc je reprends quand même cette notion assez intéressante de créer une entreprise pour faire ton premier stage. Donc du coup, entre les cours que tu as donnés assez tôt et cette première entreprise, tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un d'autre? Non, j'ai simplement fait 6 mois de stage pour une société de jeux vidéo qui s'appelle Ubisoft. Oui. Mais pendant ces 6 mois de stage, je bossais sur Live Mentor déjà. Je me cachais dans les bureaux. Je faisais croire que je faisais des wireframes, des mock-ups pour les sites Ubisoft. En fait, je les faisais pour le site de Live Mentor. Bravo. J'étais un très très mauvais stagiaire, vraiment. Bravo. C'est une catastrophe. Je sais pas, je prie tous les jours pour pas avoir de stagiaires comme toi. D'accord. Et du coup, tu as rien appris de chez Ubisoft ou peu de choses? J'ai appris la politique. J'ai appris que faut faire très attention quand une boîte grossit parce que tu peux très vite avoir des situations où les gens ne se parlent pas, où les gens sont ennemis, où les départements s'opposent entre eux, où se rejettent la faute et où il y a juste plus de collaboration, plus de travail d'équipe. Moi, j'ai compris comment me faire aimer de mon boss le jour où j'ai compris qui était l'ennemi de mon boss. D'accord. Il suffisait de savoir qui était son ennemi pour avoir les bonnes faveurs du boss. Voilà, disons qu'aujourd'hui, clairement, mon objectif, c'est que Live Mentor ne devienne pas ce genre de structure. Je comprends. Et du coup, vous lancez donc pour ce premier stage, ce stage de première année Live Mentor avec Charles qui était en cours avec toi? Exactement. D'accord. Et c'est quoi le premier mois de Live Mentor? Alors, à part les cafés à la Grande Mosquée? C'est pas grand-chose. C'est des cafés à la Grande Mosquée. C'est Charles et moi qui donnons des cours sur notre propre site. D'accord. Et c'est tout. Et en fait, c'est pas le premier mois. C'est les 6 premiers mois qui sont comme ça. Ok. Il y a personne. Il y a aucun autre prof que nous deux et aucun autre élève que nos élèves à nous. D'accord. Et à quel moment tu shifts? À quel moment il y a un déclic où tu vas te dire on va passer à autre chose? On va juste pas faire que donner des cours. On veut se lancer dans un autre truc. Je sais pas ce que c'est que cet autre truc et comment ça se passe. En fait, pendant longtemps, le problème qu'on avait en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on reportait tout le temps nos décisions. On faisait des plans stratégiques sur 6 mois, 1 an, 2 ans. On pensait aussi que les élèves allaient venir tout seuls. On n'avait pas compris qu'il fallait créer une communauté extrêmement engagée. On faisait vraiment des plans sur la comète. Et à partir du moment où on s'est dit, bon, quels sont les types de cours qu'on maîtrise vraiment? Sur quelles compétences on peut atteindre un niveau de qualité que personne n'a ailleurs?
à partir de ce moment-là, tout est devenu beaucoup plus facile. Et donc, ça a mis du temps. Ça a mis plusieurs années à faire cette maturité, vraiment. En parallèle, on avait également nos études qui nous prenaient beaucoup de temps. Donc, tout s'est simplifié quand même à partir du moment où on a obtenu nos diplômes difficilement, mais on les a quand même obtenus. Et là, on a pu être à temps plein sur le projet. On a décidé de faire des cours uniquement pour des entrepreneurs, des freelances, des indépendants. D'accord. On a recentré tout le modèle sur cette partie-là. Et là, immédiatement, en un mois, tout a changé. Vraiment, en 4 semaines, tout a changé. On a créé une communauté. On a eu tout de suite un retour très positif de la part des premiers élèves. On a eu de la demande naturelle de la part des élèves pour d'autres formations. Donc, on a commencé à co-construire notre stratégie avec notre communauté d'élèves, ce qui est, je pense, de manière générale, la plus belle manière de créer une boîte, c'est de se laisser porter par ses utilisateurs et de répondre à leurs demandes. En fait, t'arrêtes de faire des plans dans ta tête et tu te laisses simplement porter par l'écoute de la personne en face de toi. J'aurais aimé que ce changement d'état d'esprit arrive plus tôt, mais pour nous, il nous a fallu quelques années. D'accord. Et du coup, si je reviens du coup dans la construction, avant ce switch, quand tu es étudiant et dans la période qui suit, ça représente quoi comme chiffre d'affaires Live Mentor? Du coup, c'est 30 heures de cours pour toi, 30 pour ton associé Écoute, au final, on avait quand même plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de profs particuliers qui nous avaient rejoints. D'accord, donc vous aviez déjà passé le fait d'être les 2 seuls profs particuliers. Ouais. Donc c'était quoi le modèle? On a eu 3 phases. Okay. On a eu une phase où on n'était que 2 à donner des cours. Ouais. C'est simple. On a eu une deuxième phase où on est monté jusqu'à 15 000 profs inscrits sur le site. Et si tu veux des chiffres, ça représentait plusieurs millions d'affaires, plusieurs millions d'euros de volume d'affaires, de transactions. Ouais. L'addition de tous les cours donnés sur la plateforme. On fait la différence, pour rappel, entre un volume d'affaires et un chiffre d'affaires, parce que vous, votre chiffre d'affaires, c'était juste une partie de ce volume d'affaires. C'était la partie que vous ne reversiez pas aux profs. Exactement. Sauf que, malgré cette croissance, malgré ce nombre de profs inscrits sur la plateforme, malgré la diversité des cours proposés, nous, on s'y retrouvait pas du tout parce qu'on maîtrisait pas la qualité des cours. On n'était pas heureux avec ce modèle-là. Tu étais un vrai intermédiaire, un passe-plat, je veux un cours, je te donne un cours. Exactement, on était un vrai intermédiaire. Donc, on s'y retrouvait pas du tout. On n'avait pas la qualité on est un peu des contrôles fric sur la qualité des cours. On est très acharné là-dessus. Et donc, on a décidé, 3e étape, de se recentrer, comme je disais, sur un type de cours extrêmement restreint, un type d'élève extrêmement restreint et de faire uniquement des choses pour ces personnes-là. D'accord. Et du coup, là, vous arrivez dans cette nouvelle phase et vous décidez d'aller uniquement sur l'entrepreneur. Tout ça alors que vous avez déjà levé. Ouais. Ce qui est quand même aussi assez compliqué parce que tu vas nous expliquer un peu la situation, ces levées de fonds, comment elles se sont faites, avec qui, etc. Tu as parlé d'Isaïe tout à l'heure, mais du coup, quand tu arrives, tu disais 1 mois ou 2 semaines après la levée, quand tu dis à tes actionnaires, en fait, on va changer, ils doivent être ravis. Alors, pour être tout à fait honnête, on a fait notre dernière levée de fonds en mai 2016. On signe les papiers. Ça représentait 1 million d'euros. Combien de temps, pardon, pour y arriver? Je veux dire, cette levée, vous l'avez faite tout seul? C'est traditionnel 6 mois. Très vite. Ça s'est fait assez vite. Ouais. Celle-là, elle s'est fait assez vite parce qu'il y avait un fonds anglais qui voulait rentrer. Et donc, du coup, ça a fait une pression concurrentielle entre eux et Isaïe. Et au final, la situation s'est débloquée rapidement. D'accord. Donc, mai 2016, on fait cette levée de fonds. Et je me rappelle que 3 semaines après cette levée de fonds, je pars à Lacano Océan pour te donner toutes les infos avec mon associé Charles. Et lors de ce séjour à Lacano Océan, on se dit il y a un problème, on a des doutes depuis plusieurs mois, il y a quelque chose qui va pas, malgré les statistiques qui sont plutôt positives. On le sent pas, il faut vraiment qu'on remaîtrise la qualité des cours complètement. Il faut qu'on se centre sur un seul type d'élève. Et donc à ce moment-là, on décide de pivoter. Et pour être honnête, au début, on l'a pas dit à nos actionnaires. D'accord. Parce que c'était l'été. Et donc, tu sais que l'été, quand tu as des actionnaires, il y a une sorte de trêve implicite du board
il y a une sorte de cessez-le-feu, en tout cas, il y a un silence radio. Du 14 juillet au 30 août, assez naturel qui se met en place. Donc nous, on s'est dit, bon, c'est silence radio, faut en profiter. On lance le pivot. On a lancé le pivot dans l'espoir d'arriver avec des statistiques positives à la rentrée de septembre, avec une première promotion d'une 30aine d'élèves inscrits sur une formation de marketing digital. Et en fait, on est arrivé en septembre avec une promotion de 130 élèves, parce qu'on avait fait le test avait été super concluant. Et à ce moment-là, on a annoncé la transition. Ça n'a pas été simple. Donc ça, c'était il y a 18 mois. Ouais. Okay. Ça n'a pas été simple du tout. Je pense que j'aurais pu beaucoup mieux communiquer à cette époque-là. Et puis à l'époque, c'était encore flou dans notre tête. On était en train de tout changer quand même. On changeait de type d'élève, on changeait de type de formation, on changeait de pédagogie. Je pense que ce qui m'aurait aidé, c'est de mettre beaucoup plus de choses par écrit. Au lieu d'arriver à des réunions avec 6 personnes où t'es uniquement à l'oral, et tu déclames ta vision, mais c'est pas assez structuré, quoi. Oui. T'as besoin de donner du texte, de l'écrit, de la structure aux personnes en face de toi. T'as besoin d'envoyer régulièrement de la communication écrite toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Ça, je l'ai négligé, je pense, à cette période. D'accord. Et donc là-dessus, t'as tout corrigé ? Oui, ça a mis plusieurs mois, mais au final, on a réussi à aligner tout le monde. On a eu la chance d'avoir en face de nous des actionnaires qui m'ont toujours dit, Isaïe, c'est leur grande force. Ils te disent toujours, tu sais, Alex, c'est toi qui es le maître à bord. De toute façon, on va pas bosser à ta place. Donc, si tu veux aller en Uruguay, alors que tu nous avais dit que tu irais en Macédoine, on va te suivre quand même. Et puis, c'est la vie, quoi. Tant pis. Donc, là-dessus, je les en remercie parce qu'ils m'ont laissé changer de stratégie vraiment librement. Et ils m'ont suivi avec un sentiment principal qui était quand même la bienveillance. Et donc tu passes d'un modèle où en gros tu payais au cours particulier, cours par cours, peut-être que tu pouvais en acheter 10 ou quelque chose comme ça, mais en tout cas c'était l'idée que tu faisais des cours particuliers à un modèle de promotion entière, c'est-à-dire où tu t'engages sur une saison, 3 mois, d'accord. Alors, comme dans les MOOC, mais c'est pas du tout pareil, c'est ce que tu vas nous expliquer. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je rentre dans une promo de 3 mois sur laquelle je vais apprendre ça ou ça. Exactement. Il y a un programme. D'accord. Programme de formation. Et la différence avec un MOOC, c'est l'accompagnement et l'accès à la communauté. Donc, l'accompagnement, il se traduit par des cours en direct, ce sont des cours collectifs, par visioconférence. Tu as plusieurs heures de cours en direct chaque semaine. En plus des cours qui sont enregistrés, qui te sont envoyés. C'est le principe de la classe inversée. Le contenu est envoyé à l'élève chaque semaine pour que l'échange entre l'élève et le prof soit à plus forte valeur ajoutée, que ce soit vraiment un échange de questions-réponses, que ce soit un échange extrêmement interactif. C'est ce que j'allais te poser comme question. Quel est l'intérêt du cours en direct ? À part être relou parce que t'es obligé d'être devant ton écran à un instant T, c'est potentiellement pouvoir poser des questions. Nous, c'est complètement poser des questions. Le cours en direct n'est pas un cours magistral. C'est un cours de questions-réponses uniquement. D'accord. On part du principe que le cours magistral ne devrait pas exister, en fait. S'il y a un contenu théorique à donner, il faut qu'il soit donné sous forme de cours enregistré. L'échange entre le mentor et l'élève ne doit être qu'un échange extrêmement interactif. Et donc concrètement, il est fait comment ce cours ? C'est-à-dire les cours magistraux et les choses comme ça. C'est enregistré dans un studio. Ou c'est le prof qui fait ça chez lui devant une webcam ? Tout est intégré. C'est enregistré dans nos bureaux à Paris. D'accord. Avec notre méthodologie. Dès qu'on bosse avec un prof, c'est en interne. D'accord. Et donc les cours sont notés, les profs sont notés, tout le monde est t'as une sorte de graduation, tout ça. Oui, bien sûr, on prend toujours les retours des élèves sur la mise à jour, notamment des formations. Nous, on est sur des domaines qui vont très vite. Un cours qu'on donne sur Facebook, par exemple, ou sur la création de sites web, en 1 an, il est plus à jour. Moi, je trouve que c'est un devoir pédagogique de mettre à jour nos formations chaque année. C'est super important. Et ce qui est hyper important aussi et intéressant pour toi, c'est que du coup... comme une agence digitale ou quelque chose comme ça, comme tout ça se périme très rapidement finalement, ça fait du recurring business possible. Alors nous on n'est pas sur un modèle d'abonnement justement, on est sur un modèle où les élèves
payent 700 € pour une formation de 3 mois et ensuite ont accès gratuitement à toutes les mises à jour des cours. D'accord. Ok, donc toutes les mises à jour du cours dans les X années à venir seront toujours accessibles. Très bien. Ouais. Et d'ailleurs, par contre, ce qui est très important pour nous, c'est de créer une communauté d'élèves. Donc, les élèves, quelle que soit leur promotion, sont mélangés, sont mis ensemble dans des communautés privées pour que les anciens puissent aider les nouveaux. Et ça, c'est extrêmement efficace. Je me rends compte que certains élèves vraiment prennent ce rôle de mentor assistant non officiel, extrêmement à cœur, et ils aident très efficacement des petits élèves qui commencent. Et du coup, tu arrives sur, par exemple, des groupes privés sur Facebook ou comme D'accord, super. Et du coup, l'idée, alors, c'est pour des entrepreneurs et des freelances. Donc, vous avez des cours qui marchent mieux que d'autres, vous avez des espèces de gros hits, gros succès. On a une formation de base, qui est la formation en marketing digital, qui t'apprend à créer une communauté sur Internet. Elle te montre tout ce qui est possible de faire grâce à Internet pour avoir ta première base. Comment se faire connaître quand t'as pas le budget marketing d'une énorme grosse boîte. Comment te faire connaître en animant avec qualité ta page Facebook. Comment te faire connaître en lançant ta newsletter. Comment te faire connaître en nouant des partenariats avec différents sites, que ce soit en affiliation ou en emailing croisé. Ça, c'est notre formation de base qui est vraiment la plus importante pour les élèves. Sachant que vous êtes quand même bien placé pour la dispenser puisque vous avez bien réussi ça. Le côté communautaire, communication. Aujourd'hui, tu as une énorme base de données. Ouais, on a 100 000 personnes dans notre newsletter et c'est vrai que c'est très important pour nous de montrer que la communauté, c'est le cœur de n'importe quelle démarche marketing pour un entrepreneur. Il faut toujours commencer par ça. C'est beaucoup plus sympa de bosser comme ça que de faire du marketing agressif. Donc ça, c'est effectivement le cœur de notre pédagogie. Après, à qui on s'adresse? Moi, je m'adresse pas à des startups. Je m'adresse pas à des gens qui veulent lever 10, 20, 100 millions d'euros. Je m'adresse pas à des gens qui veulent recruter 50, 100, 350 personnes et qui veulent faire de l'hypercroissance. Pourquoi on s'adresse pas à ces personnes-là? Premièrement, c'est un peu un choix philosophique. Ça nous excite pas trop, personnellement, la vision d'un monde où tu as quelques grands trusts qui contrôlent tout. Nous, on croit beaucoup plus dans le web des artisans, le web ce qu'on appelle nous un peu les paysans du web. Ces petits entrepreneurs qui veulent leur site e-commerce à leur image, à leur taille, avec potentiellement 1, 2, 3, 5 personnes dans l'équipe, mais pas forcément 30 ou 100. Ils veulent simplement pouvoir exister par rapport à Amazon qui domine tout à côté. Mais on a aussi beaucoup d'élèves qui sont freelance, beaucoup d'élèves qui créent des restaurants, qui créent des espaces de coworking, qui créent des spas, des salons de massage. C'est ça nos élèves. Nos élèves, c'est tous ces Français qui veulent lancer leur projet, qui sont très souvent des femmes. 2 tiers de mes élèves sont des femmes. D'accord. Mais ce n'est pas la scène start-up parisienne qui va rêver de déménager en Silicon Valley et qui va rêver de créer le prochain Facebook. Mais c'est hyper intéressant parce que je pense que alors c'était le cœur du sujet de mon dernier podcast avec Jean-Charles Kurdali qui lui vient de Nancy et a monté sa start-up à Nancy. Alors lui, il est quand même sur une start-up en forte croissance, mais je pense aujourd'hui qu'on sous-estime énormément l'impact du digital sur justement des gens qui sont partout sauf à Paris et qui cherchent à faire de la croissance et pas forcément de l'hypercroissance. On peut réussir à développer des choses. Voilà. Après, il faut savoir aussi vivre dans un écosystème. Alors tu le dis avec Facebook, mais potentiellement aussi avec Amazon. Savoir vendre sur Amazon, potentiellement, pas rester forcément toujours enfermé dans son carcan, dans son site. Ah, bien Internet, sûr. Mais moi, justement, j'invite mes élèves à rebondir sur les stratégies, sur les opportunités qu'offrent les géants, qu'offrent Amazon, Facebook et Google. Mais il faut sortir quand même de cette surmédiatisation des levées de fonds, de cette surmédiatisation des recrutements à outrance. Moi, on me demande souvent, bon alors, c'est quand la prochaine levée de fonds de Live Mentor? Alors, quand est-ce que vous allez recruter 100 personnes? Et moi, je réponds toujours la même chose, mais pourquoi? C'est quoi le but?
C'est quoi la fin à tout ça? C'est pas une fin en soi de lever des fonds. C'est pas une fin en soi de recruter 100 personnes. Moi, et je m'en rendais pas compte quand je me suis lancé, quand j'ai créé Live Mentor au tout début. J'avoue que ça m'excitait beaucoup. Je me disais, mais ça va être génial, on va partir, on va commencer à 3 et finir à 3000. En fait, plus tu avances, plus tu te rends compte que c'est une prouesse de génie de gérer 300 personnes, tout en gardant une culture qui est humaine, tout en gardant un équilibre qui est sain. Donc moi, je veux surtout pas aller plus vite que la musique, et c'est ce que je propose comme philosophie à mes élèves. Et là-dessus, vous avez quand même une bonne partie de vos cours, si je me suis bien renseigné, qui sont gratuits. Alors, on fait beaucoup de journées portes ouvertes. D'accord. On fait des journées portes ouvertes, on diffuse du contenu via des webinars, via des conférences en ligne, pour montrer aux élèves notre pédagogie, pour montrer ce qu'on enseigne. On a également cette newsletter qu'on envoie chaque semaine avec du contenu de qualité. On passe beaucoup de temps dessus. On peut passer une journée entière pour rédiger un mail. On a le blog également, qui commence à avoir beaucoup d'articles. La newsletter, c'est combien c'est une par semaine? Une par semaine, oui. D'accord. Une par semaine. Avec des vraies histoires d'entrepreneurs, des vrais parcours. Là, par exemple, dans une des prochaines newsletters, je vais parler d'un site e-commerce qui s'appelle Baya France. Oui. C'est 2 nanas super attachantes qui vendent des tapis de yoga. D'accord. Ils sont super jolis. Et donc, c'est leur histoire. Comment est-ce que, en 2018, on crée un site e-commerce de tapis de yoga à 2, sans financement, et comment est-ce qu'on le fait connaître? D'accord. Et du coup, l'idée de cette newsletter, et comme tous ces cours, c'est on a été mis en relation notamment par Geoffrey Bruyère, qu'on salue ce soir, aujourd'hui. Et l'approche que tu as là-dessus, que vous avez sur Live Mentor, c'est vraiment assez similaire à celle de Bonne Gueule, c'est-à-dire c'est une forme de brand content, c'est donner une partie de votre expertise et de votre expérience gratuitement pour dire à vos membres ou votre audience, les gens qui vous suivent, dire voilà, essaye, tu verras, c'est bien. Et puis si tu veux aller plus loin, c'est payant. Nous, de toute façon, c'est très simple. Le cœur de la formation qu'on donne aux élèves, c'est le coaching, c'est l'accompagnement. Donc, moi, j'ai entre guillemets, pas du tout... je n'ai pas du tout l'objectif de limiter l'accès à mon contenu, l'accès aux vidéos qu'on enregistre, l'accès aux newsletters. On pourrait le faire payer. Je sais que c'est de qualité et que des gens seraient prêts à payer pour ça, mais c'est pas la philosophie de l'école. La philosophie de l'école, c'est plutôt de dire, écoutez, on est capable de créer du contenu. Une partie de ce contenu, on va le distribuer au plus grand nombre, et si ça peut aider des gens, tant mieux. C'est parfait. Et à côté, par contre, pour ceux qui sont prêts à s'investir vraiment sur une formation qui va durer 3 mois, qui va être impliquante, qui va demander du temps, qui va demander des contraintes, il y a 5 formations qui sont 6 formations, pardon. J'ai oublié toujours la 6e qu'on vient de lancer. Il y a 6 formations qui sont disponibles. Et si vous venez, par contre, vous le faites avec sérieux. Faites sérieusement. C'est très important pour des profs d'avoir des élèves impliqués. Oui, bien sûr. Alors oui, en effet, moi j'ai donné des cours dans certaines écoles que je citerai pas évidemment, mais où j'avais et notamment un moment où je m'étais bien impliqué dans une école où je passais ça devait être 2 demi-journées par mois, une demi-journée tous les 15 jours, je crois, et où les étudiants, étaient vraiment sur autre chose, quoi, en fait. Et alors, déjà, tu te poses des questions à dire, est-ce que je suis juste pas intéressant? Et puis, en plus, il y a un moment où tu te rends compte que les intérêts vont ailleurs, et du coup, c'est très difficile, et puis alors, il y a un vrai sujet sur la formation des profs. Ouais. Et il y a un deuxième sujet sur la... dire que mon cours était pourri, quoi. Je dis pas ça. Je dis que je suppose, tu me dis-moi si je dis le contraire, que l'école t'a pas accompagné. L'école t'a dit, t'es réputé dans ton domaine, viens donner un cours, on te fait confiance. Oui, et aussi je pense que c'était des écoles de web qui étaient plutôt des écoles de web marketing avec une petite tendance dev, mais pas grosse, enfin plutôt, tu vois, axé... et que moi, on me demandait de faire un cours d'entrepreneur. Et en fait, les gens qui étaient en face de moi, ils voulaient pas être entrepreneurs. Enfin, pour la plupart, ça les intéressait pas. Donc, il y a aussi l'affinité avec ton élève qui faisait que,
à un moment, quand t'es pas en face d'une audience qui est engagée et avec qui tu as des affinités, c'est plus compliqué. Je dis pas que tu peux pas les embarquer, hein, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je pense qu'il y a un moment où c'est plus compliqué, quoi. Donner des cours d'entrepreneuriat à des personnes qui font, je sais pas, une école de musique, c'est peut-être plus compliqué que quand t'es à l'ESCP, quoi. Moi, c'est certain que, en tout cas, mes élèves, ils ont choisi d'être là. C'est une démarche volontaire, ils sont adultes, ils ont des âges très différents. J'ai des élèves entre 18 et 68 ans. Mais ils viennent tous volontairement. Maintenant, faisons l'exercice. Si par exemple, demain, tu veux donner une formation chez moi, ouais. Comment ça se passe ? Bon, on regarde 3 compétences de base. 1. Est-ce que tu as l'expertise technique sur le sujet enseigné ? 2. Est-ce que tu as l'expérience de l'enseignement ? Est-ce que tu as déjà enseigné ? C'est très différent de l'expertise technique. 3. Est-ce que tu as une bienveillance totale vis-à-vis des élèves ? Ça, c'est très important pour nous. On ne juge pas le projet de l'élève. On sait que le projet il va évoluer. On s'adresse à des entrepreneurs. Donc, tous les profs type incubateur d'entreprise qui vont dès le début dire tu veux adresser tel marché, telle industrie avec telle idée. Non, mais ça, moi, ça me plaît pas. Je pense que c'est un peu douteux. C'est pas chez moi, quoi. Ouais. C'est pas chez moi parce que moi, mon postulat de base, c'est que le succès de l'idée, on n'est pas sur une boule de cristal. Moi, je le connais pas. L'élève le connaît pas non plus. Personne le connaît. Moi, mon rôle, c'est pas de savoir si l'idée est bonne ou pas. C'est de donner les compétences pour tester cette idée, la faire évoluer et en faire quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est 3 compétences de base, mais c'est pas fini. Ensuite, tu commences par 2 semaines où tu regardes des vidéos de nos formations. Tu fais une immersion dans mes cours. Ok. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Faut pas que le style soit trop différent. Là, tu parles du prof. Je parle du prof. Oui. Nouveau prof. À chaque fois que je recrute un prof. Donc, immersion dans l'expérience pédagogique, extrêmement important. 3. Coaching théâtral. Parce que pour être un bon prof, il faut savoir bien s'exprimer, il faut savoir intéresser une audience, il faut savoir gérer le temps, il faut savoir gérer l'improvisation, il faut savoir gérer le rythme, il faut savoir gérer l'énergie, il faut savoir diffuser son message. Donc on a recruté une coach théâtrale qui fait des exercices de respiration, de prise de parole en public, enfin tout un ensemble d'exercices qui permettent aux profs d'être plus à l'aise. Donc, et ensuite, mentoring par un autre prof durant les 6 premiers mois. Donc, c'est assez lourd comme encadrement, mais ça crée des formations de qualité et ça crée une cohérence entre les différentes formations. Et une expérience live en mentor aussi. Ce qui est important, c'est que tu... Exactement, parce que le gros problème de n'importe quel campus, je pense, c'est de tomber dans ce magma de cours que plus rien ne relie entre eux. Et donc du coup, les élèves se sentent un peu paumés, ils vont du bâtiment A au bâtiment B de l'école et ils sont plus dans le même univers. Je l'ai vécu. Et du coup, tu as 6 verticaux. Tu peux les citer, tu les connais par cœur. Ouais. Donc la formation de base, comme je te disais, c'est la formation marketing digital. Ouais. Ensuite, on a une formation pour les freelances. Comment définir son prix, comment se spécialiser, comment créer un réseau de freelance partenaires, comment gérer sa compta, quel statut choisir. Formation uniquement pour les freelances. On a une formation sur Facebook, comment se faire connaître avec Facebook, à la fois avec une page, avec des groupes Facebook, avec des Facebook Live, avec des événements, avec des publicités Facebook. On a une formation sur l'écriture, le copywriting, comment écrire pour un blog, pour une newsletter, pour une page à propos, comment se présenter, comment créer sa tonalité, comment présenter son univers, comment utiliser ses mots. On a une formation sur WordPress, comment créer un site internet quand tu ne sais pas coder, comment créer un site vitrine ou un site e-commerce ou même une place de marché, comment utiliser ce CMS, c'est un outil de création de site web, WordPress, qui propulse quand même 25% des sites au monde, donc c'est bête de ne pas l'utiliser. 35, je crois même. 35%, je crois que c'est énorme. Open source, très, très bon outil. Une formation ensuite sur le dropshipping, ça c'est une forme d'e-commerce très récente qui monte beaucoup ces dernières années et on vient de lancer une formation sur le sujet. Voilà. D'accord. 6 formations. Et du coup, là-dessus, à la fin de la formation, tu donnes des notes ? Non, on donne pas de notes, ça a aucun sens. D'accord. Ça a aucun sens pour nous. Moi, je crée pas. J'ai pendant longtemps donné des cours académiques. Donc, quand j'aidais des élèves à avoir leur bac
En maths ou en économie, c'était assez simple. Il y avait pour tout le monde le même examen à la fin, avec une note, un badge, une récompense, quoi. J'aide des gens à créer leur boîte. Ils veulent pas une note. Ils veulent que leur projet avance. Ils veulent être plus à l'aise dans leur communication. Ils veulent être plus à l'aise avec leur communauté. Ils veulent atteindre un niveau de compétence qui leur permet d'être indépendants. Donc, il n'y a pas une note. Il y a un accès au groupe Facebook, il y a un accès à la communauté d'élèves à vie et il y a un accès aux mises à jour de la formation. D'accord. Je comprends, hein, mais ça pose des questions et c'est aussi une des originalités. Et du coup, il n'y a pas de note ni de certificat. Tu as un certificat que tu peux mettre sur LinkedIn qui te sert principalement à retrouver les autres élèves de ta formation et à créer des partenariats entre eux. Pour nous, ce qui est vraiment très important, c'est tous les éléments de communauté. Donc, par exemple, on organise maintenant très régulièrement, une fois par trimestre, un événement avec 200 élèves sur Paris d'une journée afin de créer des rencontres, afin de créer du lien, afin de renforcer toujours les échanges entre élèves. Après, le truc, c'est, je te rejoins sur la note et le côté pas forcément certificat, approche, mais quand même, tu vois, par exemple, on a, nous, des personnes qui vont passer qui vont faire un MOOC sur MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, ou à Stanford, Harvard, un MOOC pareil sur 3 mois, qui à la fin vont avoir un tampon Harvard, et qui arrive par exemple dans les 10% ou les 5% les meilleurs, ce qui est indiqué sur leur certificat du MOOC en question. Ça a un sens, en tout cas ça montre quelque part que déjà, par exemple, moi je suis très sensible aux gens qui viennent, alors comme tu le dis, c'est des entrepreneurs, ils veulent monter leur boîte ou c'est leur projet. Maintenant il y en a qui ne le feront pas, et je suis toujours assez sensible au fait que quand j'ai un candidat qui vient, je vois sur son CV qu'il a fait 1, 2, 3 MOOC. Pour moi, c'est une approche assez moderne et je me dirais, je vois un type qui a un certificat Live Mentor, 2 certificats Live Mentor sur 2, 3 choses, je me dirais, ah, le mec, il sait un peu où Et on donne certificats, on les donne. Ok. Clairement. On les donne. Et comment t'expliques qu'il y ait 2 tiers de femmes? Je l'explique pas encore. Je l'explique pas encore. Je remarque en tout cas une vraie volonté de créer une entreprise de la part de toute cette génération. Je remarque aussi qu'elles sont extrêmement soudées entre elles. Il y a une vraie solidarité féminine. Moi, je le remarque dans mes élèves. Il y a des réseaux d'entrepreneuriat féminin, des réseaux de femmes entrepreneurs. Clairement, c'est une réalité de plus en plus forte. D'accord. Et sur le côté réseau, justement, je reviens sur ce truc qui est très intelligent, je trouve, des groupes privés. Donc, vous les suivez. Il se passe quoi là-dessus on fait plus que les suivre. On est actif. Ouais. On est très actif parce qu'un groupe, ça s'administre. Un groupe, ça se modère. Ouais. Un groupe, ça s'anime. Donc, pour nous, c'est un peu la cour de récréation de l'école. Ok. Et il faut que les profs soient pas trop loin. Et du coup, ces groupes-là, il s'y passe quoi? Une fois que tu as fini ta formation, il y a 1 an. Il se passe plein de choses. Premièrement, des échanges sur les cours, des échanges académiques. Deuxièmement, des partenariats, des associations. Par exemple, chez moi, il y a très régulièrement des sous-groupes d'élèves qui se créent. Un groupe d'élèves dans le e-commerce, dans la même thématique, par exemple les parents. Ils vont se mettre ensemble et ils vont s'aider. Comment est-ce qu'ils vont s'aider? Ils vont par exemple se proposer des articles invités sur le blog des uns et des autres pour monter leur référencement naturel. Ils vont par exemple faire des opérations d'emailing croisées. C'est fantastique. Ils vont par exemple créer des OP communes. J'ai un sous-groupe avec tous mes élèves thérapeutes. Sophrologues, naturopathes, par exemple, j'ai également tous les profs de yoga qui se mettent souvent dans ce groupe-là, toutes les professions du bien-être, tous les thérapeutes. Et eux, pareil, des échanges de liens, des articles invités, des organisations d'événements communes. Donc ça, c'est le fou, deuxième. Ça, c'est quand même une grosse avance sur beaucoup d'écoles traditionnelles qui cherchent toujours à faire ça dans leur propre. C'est clair. Dans leur propre giron, sur leur propre site internet. Le troisième
grand pôle d'activité sur les groupes Facebook, c'est les retours d'expérience, c'est les succès d'élèves, c'est je viens sur le groupe et je suis d'accord pour partager mes bonnes nouvelles et je suis d'accord pour expliquer comment j'ai eu ces bonnes nouvelles, comment j'ai eu tel ou tel succès. Et ça, je pousse énormément les élèves à partager les secrets de leur réussite, parce qu'en final, il y a pas de raison à être secret, il y a pas de raison à garder sa réussite pour soi. Il faut mieux la partager. Ça motive tous les autres élèves, notamment les nouveaux qui débutent. Ça leur donne vraiment plus qu'un motif d'espoir, un vrai retour d'expérience très concret. Mais c'est aussi un groupe de soutien. Si je galère et que je me sens un peu perdu, démotivé, je peux aller chercher du soutien auprès des autres élèves et ils vont me remotiver. C'est quoi tes plus gros succès sur Live Mentor? T'en as en tête? Wow, j'en ai pas mal. Je pense, là, il y a 2 semaines, j'ai eu un gros message d'une élève qui a repris un site e-commerce d'huile essentielle bio en septembre. En septembre-octobre, elle faisait quasiment pas de chiffre d'affaires. Et puis, elle a appliqué les 4 premiers cours de la formation. Puis ensuite, elle a eu un peu de coaching aussi. Et là, elle vient nous annoncer qu'en janvier, elle a fait 5 000 euros. Donc elle est très contente. Elle a notamment vraiment soigné ses expéditions, ses livraisons. Elle a ajouté un petit mot sur chaque colis, avec beaucoup de personnalisation. Ouais. Donc elle est en train de créer sa communauté de fans et elle le fait de manière très efficace. J'ai beaucoup d'exemples de freelance, une freelance en communication mais spécialisée dans l'économie sociale et solidaire, qui a créé une newsletter avec beaucoup de contenu sur ce thème-là, le thème de l'économie sociale et solidaire. J'ai un élève photographe spécialisé qui est photographe animalier, donc qui a une page Facebook avec plus de 10 000 fans. Je peux continuer pendant longtemps, une élève qui a quitté la défense et son job de consultante pour partir lancer un site e-commerce de bijoux en Afrique du Sud et qui maintenant emploie 20 personnes là-bas. Fantastique. Ouais, les élèves, je leur parle toute la journée, donc je peux en parler longtemps. On va faire un podcast de 1 heure sur les élèves. Très cool. Et du coup, ton modèle aujourd'hui, si j'y reviens, c'est tu as 6 cours. Tu les commences tous les trimestres. Ils sont 4 fois 6 par an, ou ils commencent tous les mois. Ils recommencent comment? Actuellement, ils commencent tous les mois. On est encore en train d'itérer sur le bon cycle de promotion. D'accord. Ça dépend du nombre de profs qu'on recrute. Il y a pas mal de critères qui sont en train de s'affiner, mais c'est tous les mois. Ouais. Donc tous les mois, il y a ces 6 cours qui commencent et qui se croisent du coup, puisqu'ils durent 3 mois. Donc, exactement. Donc il y a une promo qui est, entre guillemets, diplômée tous les 3 mois. Absolument. D'accord. Enfin, tous les mois du coup. Et ça tourne pareil en juillet-août. Tu vas commencer. Ah oui, il y a pas de vacances scolaires pour le moment, mais il faut qu'on réfléchisse à en mettre parce que sinon l'équipe va devenir folle. Mais pour le moment, il n'y a pas de vacances scolaires. Donc ton objectif, toi, business, c'est d'avoir le plus d'étudiants par promo. Pas forcément, non. Non, moi je suis pas du tout sur une activité de volume parce que j'ai une telle exigence de qualité sur mes formations que si demain tu m'amenais 10 fois plus d'élèves, ça serait une catastrophe. Oui, mais si je t'en donne 10 fois moins, tu serais pas rentable non plus. Je veux dire, enfin, ce qui est important, c'est que j'imagine, enfin, je sais pas, si t'as un cours sur lequel t'as une sorte de break-even, un point de. Non, mais Live Mentor depuis 1 an et demi est stable financièrement. Live Mentor a une survie qui est assurée. Et rentable. Ouais. D'accord. Donc le sujet, il est simplement de jamais grandir trop vite et de toujours mettre la qualité des formations et de l'accompagnement au plus haut de nos priorités. Et le fait d'avoir du volume, ça baisse forcément la qualité. Oui. Mais partout dans la vie, hein. Enfin, la personne qui dit l'inverse, c'est encore une fois... Je suis pas d'accord. Alors, si par exemple, partout dans la vie, sur certaines choses, sur l'éducation probablement, mais je veux dire, sur Spotify, le fait d'avoir du volume en artiste ou du volume en client. Non, mais évidemment. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est évidemment, sur de logiciels purs, absolument. Non, mais sur le logiciel pur, ça coûte pas plus cher à Google, effectivement, et ça abîme pas la qualité. Au contraire, ça peut l'augmenter. Au contraire, ça peut l'augmenter avec la data, etc. Bon, en tout cas, tu as raison, c'est vrai. Par contre, sur l'éducation, et beaucoup de gens l'oublient dans mon industrie à moi, le volume est dangereux et moi, je suis extrêmement soucieux de conserver vraiment ce très fort niveau d'interaction qu'on a avec notre communauté. Il faut pas le lâcher, il faut que ça reste au cœur de nos priorités. Donc, tu as un nombre limité de places par promo. Ouais, d'accord. Absolument. Ok. Absolument. Et oui, je le répète toute la journée à mon équipe. Hein.
Et ton client, c'est qui? C'est un particulier, une entreprise? C'est un particulier qui crée son entreprise. D'accord. Très bien. Il n'y a pas du tout de... On est contacté par des boîtes qui veulent former leurs employés. On commence à faire certaines associations, mais sur des entreprises qui sont très start-up, que des entreprises où le fondateur lui-même est impliqué dans la formation. D'accord. On veut surtout pas, moi je refuse de parler à des responsables de formation. Je refuse d'aller voir des départements RH. D'accord. Et d'avoir quelqu'un qui me dit j'ai 300 personnes que je veux former, je vais vous faire un chèque très important, mais en échange je veux des statistiques sur l'activité des élèves. Ça c'est l'horreur en fait pour moi, parce que ça veut dire que les élèves n'ont pas choisi leur formation, on leur impose. Ça veut dire qu'ils vont pas être impliqués dans la formation, ça veut dire qu'ils vont pas la suivre avec passion, ça veut dire qu'ils vont pas être impliqués dans les groupes Facebook, ça veut dire que je vais casser ma communauté en deux. Donc je préfère me concentrer sur uniquement ces élèves-là, entrepreneurs, freelance, indépendants, et faire des cours de la meilleure qualité qui soit. Et du coup, je suis pas forcément là pour les citer, mais tu as des concurrents sur ces business-là? Enfin, tes concurrents, c'est des écoles traditionnelles, c'est les MOOC, c'est... Oui, c'est des écoles traditionnelles, c'est par exemple les MBA. Oui. Les MBA d'entrepreneurs. Voilà. Et qu'est-ce qui fait... c'est quoi la différence? C'est quoi ton unfair advantage? Je pense qu'il y en a 3. Ouais. Le premier, c'est le type de cours qu'on propose. Ouais. On propose des cours qui sont très concrets, très activables. Il n'y a quasiment aucun cours théorique. Que des cours pensés pour les entrepreneurs. Okay. T'en as plein de cours de marketing. T'en as des milliers. Mais des cours spécialement pensés pour des gens qui sont seuls à la tête de leur petite entreprise et qui veulent créer une communauté, il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est sûr que moi, je vais pas t'apprendre à faire un plan média sur 13 pays à la fois. Et sur la radio et sur la télé. Et sur la radio et la télé. Oui. Mais par contre, voilà, sur ce type de cours très précis, je pense qu'on a une différence majeure. La deuxième différence, elle est sur les profs. Donc, je t'en parlais, la formation des profs, le fait qu'ils soient tous en interne, le fait que les profs sont en CDI, le fait qu'on les accompagne avec une coach théâtrale. Les profs sont en CDI? Absolument. Ouais. T'en as combien? Là, j'en ai 4. D'accord. Dont moi, et en plus moi. Donc, je donne beaucoup de cours moi-même. D'accord. Et troisième différence, la communauté d'élèves, le réseau. Donc, comme de la même manière que voilà, c'est assez classique sur Internet. La barrière à l'entrée de Facebook, c'est ses utilisateurs. Moi, une différence par rapport à toute autre personne, c'est ma communauté d'élèves. Et ta communauté d'élèves, j'imagine, en plus, est prescriptrice. C'est-à-dire qu'ils t'amènent des élèves. Ça aussi, c'est fantastique. J'ai des élèves qui viennent en famille, j'ai des élèves qui viennent avec leurs copains ou leurs copines. D'accord. J'ai des élèves qui offrent des formations à d'autres élèves. Ouais, et c'est combien une formation, tu m'as dit? 700 €. 700 €. TTC. Pour 3 mois. Pour 3 mois, ok. Ce qui en soi est pas très cher et un certain budget, mais 3 € de l'heure. D'accord. On est bien. Si tu le rapportes au nombre d'heures. Alexandre, c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui te booste au quotidien? Moi, j'aime donner des cours. C'est très simple. Donc, et c'est une passion, quoi, depuis toujours, finalement. Au début, c'était simplement une curiosité, et puis ensuite, c'est devenu un intérêt très poussé. Et aujourd'hui, oui, c'est une passion assez addictive. Mais j'aime ça. Donc, c'est vrai que j'ai pas la vie classique d'un site. Pourquoi t'aimes donner des cours? C'est quoi ce que tu kiffes? C'est de voir les gens qui progressent? Ouais, c'est de voir les progrès. C'est de voir les progrès. C'est d'apprendre. On apprend énormément quand on donne des cours. Enfin, moi, j'ai pas trouvé meilleure activité qu'enseigner pour apprendre des choses. J'apprends à chaque fois que je donne des cours. Parce que tu apprends en amont pour être certain que ce que tu vas donner, c'est le mieux? Oui, et aussi parce que les retours des élèves me montrent des points de vue, des opinions, des théories, des stratégies que j'avais pas envisagées auparavant. Donc c'est un moteur pour moi, et ça explique pourquoi j'ai pas le rythme de vie classique d'un fondateur de start-up. C'est-à-dire que je donne des cours, je donne énormément de cours, et donc j'ai pas une vie de simple dirigeant. J'ai structuré la boîte pour, par exemple, ne jamais toucher à certains sujets moi-même. D'accord. Lesquels? Par exemple, je touche quasiment pas aux sujets administratifs, comptables, financiers. Okay. Par exemple, je touche depuis quelques mois très peu à notre site, très peu. J'ai une personne extrêmement talentueuse au produit et au design
J'ai des développeurs qui sont exceptionnels et en qui je peux faire entièrement confiance. Moi, je me concentre quasiment exclusivement sur la partie pédagogique de Live Mentor. C'est une boîte tech, Live Mentor? Oui, mais c'est une boîte où la tech donne des super pouvoirs aux profs. Ok. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu suis, je sais pas, en ligne ou... Comme entrepreneur, comme Peu boîte. importe. Moi, j'aime beaucoup. J'adore la philosophie de certaines boîtes américaines. J'adore la philosophie de Basecamp. Ah oui. Je trouve que c'est une boîte vraiment merveilleuse. Je trouve que écrire un livre sur son activité, sur sa manière de bosser, ce qu'ils ont fait avec Rework, qui est un livre sur leur manière de bosser, le fait qu'ils aient, je crois, 80% de leurs employés en remote. Ouais, ils ont quasiment pas de bureau, surtout pas en Californie et à San Francisco parce que les gens sont trop chers. Ils ont un des fondateurs qui était au Danemark, je crois. Exactement, ouais. Très peu de réunions. Je trouve que c'est génial. Je trouve que le fondateur montre par sa vie perso qu'il n'est pas addict à son travail. Il a fait les 24 heures du Mans, il prend beaucoup de photos, il adore écrire. Il n'arrête pas de raconter à droite à gauche qu'il passe du temps avec sa femme et ses enfants. Moi, je trouve ça inspirant. Je trouve que c'est bien de faire passer ce message-là à son équipe. Et moi, je le fais passer chez Live Mentor. Je dis toujours, là, tu vois, on a organisé quelque chose qui est assez classique dans les boîtes. C'est des reviews annuels, des entretiens annuels, où tu donnes du feedback à 5 personnes autour de toi. Moi, j'ai essayé de faire passer le message à tout le monde, je crois quasiment à tout le monde. Il faut prendre du temps en dehors de son travail pour investir dans des activités qui te donnent de l'énergie. Je pense que ça, c'est super important. Je suis assez d'accord. Le Basecamp, donc, c'est la société derrière, j'en vérifiais, mais c'est 37 Signal, c'est ça. Exactement. Et dans les fondateurs, on a Jason Fried, notamment. Ouais, et DHH. Et DHH, ouais, David Hanson. Et on n'arrive jamais à prononcer son nom, on n'y arrivera pas. DHH sur Twitter. Des gens, David Hannemeyer Hansen. Qui a créé un langage de programmation, qui a gagné les 24 heures du Mans, qui a monté Basecamp, qui a écrit 3 livres, et qui est effectivement assez impressionnant. Et qui est quelqu'un pour ceux qui parlent anglais, qu'il faut écouter sur différents podcasts, notamment très inspirants, comme le type qui est derrière WordPress, Matt Mullenweg, qui est pas mal dans l'idée. Je sais pas si tu le connais, mais ouais. Absolument. D'accord. Rapidement, est-ce que tu vois ce que tu veux faire de Live Mentor? C'est quoi Live Mentor dans 15 ans? C'est une école pour entrepreneurs. C'est une école pour entrepreneurs. Qui restera toujours virtuelle? Alors, c'est la grande question. Non, je pense clairement qu'on va organiser de plus en plus d'événements physiques. Je ne sais pas si un jour, une partie de nos formations aura lieu en présentiel. Je sais qu'en tout cas, on a le devoir de créer des rencontres physiques, réelles, concrètes, avec nos élèves. J'espère qu'on va pouvoir être capable d'aider nos élèves dans leur vie de créateurs, dans leur vie de porteurs de projets, à la fois d'un point de vue vertical et horizontal. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par là. D'un point de vue horizontal, j'espère qu'on va être capable d'aider des créateurs dans des domaines extrêmement différents. Des sites e-commerce, oui. Des thérapeutes, oui. Des blogueurs, oui. Des freelances, oui. Des gens qui veulent s'auto-éditer et publier leurs livres, oui. Des gens qui sont dans le milieu associatif, également. Plus on aura cette horizontalité, plus je serai content. Et la verticalité est également importante. Je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui me viennent vers moi et me soumettent leurs problématiques au-delà de la formation et de l'acquisition de compétences. J'ai énormément d'élèves qui me disent « Alex, je sais pas où bosser, j'en ai marre de bosser chez moi, les bureaux coûtent extrêmement cher, est-ce que je peux pas squatter une place chez Live Mentor ?» Donc il y a peut-être... c'est là où le physique peut être intéressant, c'est d'avoir en fait une école avec des murs, mais où les murs sont là pour accueillir des élèves, non pas pour des cours, mais pour leur permettre de bosser sur leur projet. Ça peut être extrêmement intéressant, ouais. Mais c'est pas pour tout de suite. Et du coup, toi qui fréquentes beaucoup d'entrepreneurs, et tu disais cette spécificité où tu cherches pas forcément à accompagner des gens qui veulent forcément lever des millions, mais est-ce qu'aujourd'hui t'as l'impression de pouvoir identifier
patterns, des choses qui font que certains réussissent mieux d'autres, que ce soit dans leur état d'esprit, dans leur technique, dans leur manière d'apprendre, dans leur approche de la vie. Dans les... trois choses. La première, c'est la très sincère, la vraie passion pour le projet. Oui. Ça, j'ai l'impression que c'est une constante. Les personnes qui vont loin sont les personnes qui adorent ce qu'elles font et peuvent oublier tout autre objectif que simplement la réalisation de cette mission. Ça, j'y crois beaucoup. Moi, par exemple, l'argent n'a jamais été ma priorité depuis le début de Live Mentor. Le deuxième trait de caractère qui, moi, me plaît beaucoup, c'est la recherche, non pas de la productivité sous la forme de gadget, mais plutôt sous la forme de principes. Quels sont les principes qui conduisent mon travail et qui me permettent de le vivre avec sérénité et de ne pas être en burn-out? Ça, moi, j'ai une liste de 10 principes que j'ai écrits sur un Google Doc. Que tu partages? Je l'ai jamais partagé publiquement, mais je peux t'en raconter quelques-uns. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Et le troisième point, c'est les réseaux. D'accord. Et moi, au début, j'étais quelqu'un qui était anti-réseau, j'étais anti-copinage. Enfin, je voyais le réseau que comme du copinage, en fait. J'avais pas compris qu'il y avait également une autre forme de réseau qui est simplement de se créer des relations professionnelles avec des gens qui sont soit des mentors, soit des élèves, soit des disciples, et de donner sans attendre forcément quelque chose en retour. Moi, je me rends compte aujourd'hui que ce qui m'aide à aller plus vite sur Live Mentor, c'est que j'ai dans mon téléphone, dans mes mails, certaines personnes que je peux contacter sur un sujet donné que je connais pas et qui vont en 5 minutes me débloquer. Ça m'aide énormément. Voilà. Et c'est vrai que sur ce réseau, c'est un point intéressant parce qu'on évolue souvent, peut-être avec l'âge vis-à-vis du réseau. C'est garder des contacts, rendre des services, en recevoir, aussi prouver finalement et savoir dans ton réseau quelqu'un qui a une valeur et qui sait faire quelque chose. Je veux dire, c'est pas juste rendre des services, c'est être capable de dire, si on me demande, moi, et ce qu'on fait souvent, est-ce que tu connais un mec qui est bon là-dessus, est-ce que tu sais faire ça, est-ce que quelqu'un sait faire ça, est-ce que machin. Donc je suis souvent au milieu de pas mal de gens à distribuer et de points, et généralement j'essaie de donner aux bonnes personnes les bonnes choses. Et d'ailleurs, ce qui est affreux, c'est de donner à quelqu'un un contact en disant ouais, lui il est bon. Et que le mec soit derrière une bille en fait, ou que tu te trompes, et à l'inverse d'ailleurs, quand moi je demande à quelqu'un s'il connaît quelqu'un et qu'on me recommande quelqu'un, on sent que ça a été un peu forcé, que le mec est pas forcément bon dans ce que je cherche. Je pense que la personne qui me l'a recommandé perd aussi en crédibilité. C'est la force du réseau. Mais d'où l'importance des principes. Les principes de travail te permettent de t'entourer de gens qui ont des principes pas trop éloignés des tiens. C'est quoi ces principes alors? Écoute, le premier, c'est de savoir dire non. C'est pas facile, ça. Tout le temps. Moi, je dois dire non, je sais pas, 5 fois par jour. Tu dis non à de nouvelles idées, les tiennes en priorité. Ouais. Tu dis non à des rendez-vous, à des rencontres, en expliquant qu'il y a que 24 heures dans une journée et que malheureusement, tu veux pas rencontrer tout le monde. Donc moi, j'ai des ordres de priorité. La priorité, c'est mes élèves. Si t'es pas élève, tu passes après. Ça veut pas dire qu'on se verra jamais, mais tu passes après. Le deuxième principe, c'est... Le premier, juste pour faire un point, c'est celui que j'apprends encore, mais je suis très mauvais là-dessus, mais c'est hyper compliqué. C'est super compliqué. Mais parce que savoir dire non sans passer pour une diva, c'est pas facile. En fait. Moi, je travaille énormément mes réponses où je dis non. Je dis non, mais je dis par contre, vu ta situation et vu ta demande, voilà telle ou telle ressource que j'ai vue et qui peuvent être intéressantes pour toi, regarde-les, ça peut être intéressant. Et les gens sont reconnaissants là-dessus, ou je fais des mises en relation avec d'autres personnes qui me semblent plus pertinentes. Donc premier principe, savoir dire non. Deuxième principe, le temps est la chose la plus précieuse. Donc il faut le gérer, il faut l'organiser. Moi, c'est vrai que ma vie est dans mon calendrier, et je veux surtout pas faire une journée où je ne sais pas ce qui m'attend et où je vais être pris dans le feu des notifications, des perturbations, des rendez-vous non prévus, non sollicités. Je veux que les choses soient cadrées pour que justement, s'il y a une urgence, quelque chose de vraiment exceptionnel, là je peux me libérer. Parce que de manière générale, je me libère pas. C'est la seule chose qu'on peut pas racheter, le temps. Voilà. Ça, c'est clé également.
Autre principe très important, être vraiment dans le moment quand tu es avec quelqu'un, quand tu es en train de parler à quelqu'un, quand tu es en train de rencontrer une personne. Pas être sur ton téléphone en train de checker tes mails en même temps, pas être en train de répondre à SMS, vraiment écouter la personne. Et ça, moi, c'est un de mes mentors qui est également un de mes board members qui m'a appris ça sans me le dire, hein, juste par l'image qu'il me renvoyait. On peut le citer? Ouais, bien sûr, Kevan Nilforouchan. D'accord. C'est un type exceptionnel. Ça, c'est hyper important parce que c'est un mal de notre génération. C'est-à-dire en réunion, même quand il y a 5-10 personnes, être ensemble autour d'une table, être présent, enfin, je veux dire, ça décrédibilise énormément les personnes et c'est compliqué. Et le problème, c'est qu'à l'inverse, de temps en temps, quand tu passes ta journée entière en réunion, être capable pas répondre, c'est pas toujours évident. Mais autre principe, avoir une liste de personnes avec qui tu rêverais de travailler. Ça, moi, je le fais depuis plusieurs années et c'est plaisant parce que maintenant, j'en ai recruté certaines après plusieurs années de cours et d'occasions manquées, et donc ça c'est assez génial. Ouais. C'est marrant parce que Jean-Charles qui était dans l'épisode précédent me disait que quand il voyait des gens, il les gardait, certains. Il en a fait même certains au lycée en disant celui-là plus tard je me le garde sous la main parce que j'aimerais bien bosser avec lui. Et je trouve ça assez intéressant comme méthode. Tu leur dis assez tôt à ces personnes? Oui, ça vient dans la discussion assez vite. Après, moi, par exemple, chez Live Mentor, j'ai François-Xavier et Anaïs, qui sont deux très bons amis à la base. Donc, on est très proches. On a toujours été très proches. Donc, mais pour moi, c'était évident qu'un jour, on allait se retrouver sur le projet Live Mentor. Autre principe, si tu te retrouves à faire 3 fois dans la même journée la même chose, c'est qu'il y a un souci. Soit c'est pas automatisé, alors que ça devrait être automatisé, soit faut plus le faire, faut le faire différemment. Donc avoir une sorte de conscience que l'humain est très résilient à la douleur. On est tous très résilients à la douleur. Vraiment, hein, c'est le rocher de Sisyphe. On peut porter notre mal pendant des mois, des années. Alors qu'en fait, faut pas porter son mal pendant des mois et des années. Si on se rend compte que pendant une semaine, on fait toute la journée la même chose inintéressante et répétitive, faut plus la faire ou la faire différemment. Donc ça, j'essaie d'avoir cette conscience-là, et j'aimerais bien, par exemple, commencer le soir à noter sur un carnet, voilà, j'ai fait telle chose, ça devrait pas se passer comme ça. La résilience à la douleur, c'est quelque chose qui me fascine et qui est souvent souvent, pas toujours, mais un mal que beaucoup d'entrepreneurs ont voulu fuir, en l'occurrence, à un moment. Se dire, j'ai une vie avec plein de choses qui me sont imposées, je veux sortir de tout ça et je veux réussir autre chose. Mais souvent, plein d'entrepreneurs, et moi le premier par moment, tu te rends compte que tu t'es renfermé toi dans d'autres trucs, dans d'autres cinématiques ou d'approches, d'autres séquences. Où tu t'infliges des choses que tu peux éviter. Ouais. Il y a un bouquin qui s'appelle La 25e heure, qui est très pertinent sur le sujet. Autre principe, toujours garder du temps pour des activités en dehors de Live Mentor qui m'apportent de l'énergie. Ça, moi, T'en as parlé tout à l'heure, c'était quoi ça? C'est quoi comme pour toi? Il y a des trucs très perso, mais il y a aussi le yoga, quoi. Ouais, pour moi, par exemple, le yoga, c'est devenu essentiel. J'adore faire du yoga. J'adore faire de l'acro-yoga. C'est vrai? Ouais. Et donc, c'est quoi? C'est plusieurs fois par semaine? Ouais, c'est plusieurs fois par semaine. C'est des cours. Prendre des cours, voilà. Moi, de manière générale, je donne beaucoup de cours. C'est important pour moi d'en prendre aussi et de passer du rapport de mentor au rapport d'élève. D'accord. Et dans les autres principes, j'ai pas la liste sous les yeux. Normalement, je les connais par cœur, mais là, j'ai un trou. Tu me les enverras, tu me partageras ton Google Doc. Je te les enverrai, ouais. Je te les enverrai, mais je crois qu'on a fait un bon petit tour de ce que j'applique. Et en quelques mots, tu as des outils indispensables à ton travail? Le Google Calendrier, le calendrier Google, pour moi, c'est indispensable. Je suis en train de me mettre sur une application qui s'appelle Alfred. Oui. Alfred App, une application sur Mac qui permet de faire des raccourcis intelligents. Ah oui. Très, très efficace. Tu peux déclencher automatiquement en 2 clics telle action sur ton ordinateur, ouvrir une fenêtre de navigation sur Chrome, envoyer une réponse enregistrée, ce genre de choses. D'accord.
Slack, évidemment, comme tout le monde, je pense. Trello. Parce que 100% des personnes qui sont venues sur ce podcast. Et Trello, et c'est à peu près tout, en fait. C'est à peu près tout. Et Slack, vous l'avez automatisé? Vous avez un certain nombre de... Pas encore. Non, ok. Non, pas encore. Et sinon, Trello, pour l'organisation de plein de choses, la rédaction d'articles notamment. Je veux pas tomber dans la folie des outils. Je crois plus à la réflexion sous la forme de principes que sous la forme d'outils. Voilà. Allez, 2 petites questions et puis on va boucler tout ça. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr de pas te planter? Et moi, j'ai jamais pensé me planter. Moi, j'ai jamais eu de doute à ce niveau-là, dans la mesure où, ça dépend comment on prend la question. Moi, si je te dis demain, tu peux te lancer dans un projet en plus, ou Live Mentor dans un projet, ou toi, Alexandre Dana, dans un projet, je te dis, ça c'est sûr, je te garantis 100%, tu vas pas te planter. En fait, il y a deux niveaux de lecture. Le premier niveau, moi, ce que je sais, c'est que j'adore donner des cours. Donc là-dessus, je me planterai jamais. Dès que je donne un cours, je sais que j'aime ça. Alors, je peux manquer mon cours, mais je vais l'améliorer ensuite, et donc je vais le redonner. Donc, tout ce qui tourne autour de la pédagogie, j'ai pas de peur à ce niveau-là. Par contre, je suis constamment en train d'avoir des peurs sur Live Mentor et de vouloir améliorer le modèle. Comment est-ce que c'est plus vertueux pour les élèves? Comment est-ce qu'on accueille plus d'élèves avec le même niveau de qualité? Voilà. Donc, mais je me sens pas bloqué sur certains sujets. Ok. Et si tu pouvais te donner un conseil à toi il y a 10 ans? Peut-être plus souvent sortir la tête du guidon, plus souvent essayer de voir à long terme, essayer d'être meilleur en planification. Moi, j'ai un côté très opérationnel, j'adore mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Donc du coup, c'est pas trop mon genre de passer une journée sur un business plan, par exemple. Pas du tout. Et au stade où est Live Mentor aujourd'hui, ça peut être intéressant, justement, pas forcément l'exercice du business plan, mais de tracer la ligne et de se dire où est-ce que je vais être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pas dans mon caractère. D'accord. T'as une vie perso, ouais? Ouais, complètement. Ouais. Complètement. C'est bien, c'est pas donné à tous les entrepreneurs. Je me pose la question. Je pense que c'est super important, sinon tu connais j'ai appris ça ce matin, le diagramme des 4 états de forme. Je suis pas sûr. Fais un diagramme avec, donc, en abscisse, est-ce que ton énergie est positive ou négative? En ordonnée, est-ce que ton énergie est forte ou faible? Quand ton énergie est forte et positive, t'es au top, tout va bien, t'es au max, tu bosses comme un taré et t'adores ça. Le problème, quand tu fais ça et que tu oublies ta vie perso à côté, c'est que tu tombes inévitablement dans le burn-out, qui est la phase où tu as initialement de l'énergie, mais complètement négative. Donc, tu fais des choses, mais plus rien ne marche, plus rien ne fonctionne. Okay. Tu n'arrives plus à suivre. Tu as l'impression de bosser toute la journée. Tu bosses toute la journée, en fait. Tu passes des heures et des heures au bureau, mais c'est l'enfer. Donc là, c'est le burn-out. Le problème, c'est que tu peux pas revenir au niveau top. Tu vas continuer le tour de ce quadrant pour tomber dans la phase apathique. Cette fois, tu n'as plus d'énergie. Et en plus, elle est négative. Donc, tu fais plus rien parce que tu n'es plus capable de rien faire. Tu es complètement KO. Et ce que tu fais ne t'apporte pas beaucoup de plaisir. Et ensuite, quand tu commences à reprendre du poil de la bête, tu retombes sur de l'énergie positive, mais tu fais peu de choses. Tu te concentres sur des actions simples au quotidien qui te permettent de te remettre en selle, et tu remontes ensuite dans l'état de forme le plus positif qui soit. Mais c'est horrible de faire ce cercle. Hein. C'est affreux. Il faut surtout éviter. Et pour éviter, il faut, quand tu es dans le niveau beaucoup d'énergie et énergie positive, surtout te dire, attention, il faut que je me ménage, il faut que je prenne du temps aussi pour les autres aspects de ma vie, sinon ça a mal fini. L'entertainment, le sport, les enfants, la vie perso. Tout ça, tu vas aller chercher où, tous ces trucs-là? Beaucoup de lectures, beaucoup de podcasts, beaucoup d'échanges avec mes élèves aussi. Quelle lecture, quel podcast? Dans les podcasts, j'aime bien le tien, j'aime beaucoup le tien, tu le sais. Sympa. D'ailleurs, je recommande vraiment, il y en a deux épisodes que je trouve géniaux. C'est celui avec Ilan Abeasara,
qui moi était un de mes premiers mentors. Je l'avais rencontré aux États-Unis, à New York, il y a 6 ans maintenant. Je sais pas s'il se souvient de moi, mais j'étais comme un gamin. J'étais allé taper à la porte de sa boîte productive et je le voyais avec des bagels et je me disais putain, c'est ça la vie, c'est d'avoir une boîte à New York. Du côté de je suis à 3e avenue. Enfin, on va le pinguer pour qu'il écoute cet épisode. Moi, je remercie vraiment beaucoup Ilan parce qu'il m'avait accordé 1 heure à l'époque et je m'étais battu pour avoir le rendez-vous, j'avais relancé, j'avais dit je peux faire ça, et c'était vraiment génial. Et j'ai beaucoup aimé également le podcast avec Simon Davla. Le tout premier, le numéro 0. Donc, voilà, les podcasts, ça c'est très important. Les newsletters que je suis. J'aime bien la newsletter de Tim Ferriss. J'aime beaucoup la newsletter de Art Tips, qui est une newsletter culturelle sur des œuvres d'art. Et puis ensuite, dans ce que je lis, moi j'adore les biographies, mais pas forcément les biographies d'entrepreneurs. J'adore la biographie de Magellan, par exemple, par Zweig. Je trouve que c'est très inspirant, l'histoire d'un mec qui a fait le tour du monde sans faire exprès et qui ensuite s'est fait poignarder par son propre équipage. Je trouve extrêmement illustrateur de la réalité de l'entrepreneuriat. Pas forcément le fait de se faire poignarder par son équipage, mais plutôt de parfois réaliser des grandes choses au détriment de tout ton bien-être. Et donc je pense qu'il faut pas être comme Magellan, justement. Il faut peut-être pas faire tout le tour du monde, peut-être s'arrêter en chemin et sauvegarder le reste. D'accord. On te retrouve sur les réseaux sociaux, par mail, sur quoi? LinkedIn, Twitter? LinkedIn, Twitter. Ouais, t'as un réseau social privilégié ou? Non, je trouve que la messagerie LinkedIn est horrible. Je préfère parler sur Twitter. Ouais. D'accord. Donc, Alexandre Dana. Dana. D'accord, D-A-N-A. Exactement. Ok. Bah, écoutez, Alexandre, ajoutez tous Alexandre sur Twitter notamment. Merci pour ce moment. Écoute, j'espère qu'on se revoit très bientôt. Et puis, je rappelle à tous que ce qui est important, si vous êtes toujours là au bout d'1h15, eh bien, c'est de noter ce podcast 5 sur 5, parce que 4 sur 5, c'est pas terrible, sur iTunes, de le suivre aussi, de s'abonner, et sur SoundCloud et sur Facebook et partout. Je te remercie 1000 fois. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.